Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans ce premier épisode de podcast. Avant de commencer quoi que ce soit, je tenais d'abord à te remercier infiniment pour l'accueil que tu as réservé à mon podcast. Merci pour tes commentaires, merci pour tes partages, merci pour tes mots. Vraiment, ça me touche. J'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit sur Instagram, en réponse à ma newsletter ou encore des partages en story. Alors pour ça, merci infiniment parce que c'est un projet que j'ai depuis des années. Et j'ai enfin sauté le pas et je suis vraiment trop contente de l'accueil que vous avez réservé à mon podcast. Donc voilà, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire, pas pour m'exposer, mais parce que je crois profondément que nos blessures peuvent devenir nos plus grandes forces. Ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est le chemin qui m'a menée à accompagner des femmes, et des hommes aussi, dans leur rapport à l'anxiété, au corps et à la santé mentale. C'est un chemin qui est fait de chute, de compréhension et de guérison. Et c'est aussi ce qui nourrit chaque jour ma pratique. Si je parle d'anxiété avec autant d'élan et de cœur, c'est parce que je me sens intimement légitime, parce que je l'ai vécue, et parce que parfois encore je la ressens, je continue de dealer avec elle. Mais par contre, aujourd'hui, je sais comment l'écouter, comment l'apaiser et comment la transformer en quelque chose de positif et de bon pour moi. Donc voilà, j'ai envie aujourd'hui dans ce premier épisode de te partager mon histoire pour que tu comprennes un petit peu d'où je viens et qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là, parce que ça me semble important, avant de partir sur des épisodes un peu plus spécifiques, de te partager tout ça. J'ai essayé de faire court, mais quand je vois tout ce que j'ai à vous dire, je pense potentiellement que ce sera un épisode assez long. Donc voilà, tu peux faire des pauses, tu peux venir le réécouter plus tard, c'est ok. Tu peux l'écouter dans tes trajets en voiture, à faire ton ménage, bref. Fais aussi autre chose en même temps si t'as envie. Parce que voilà, il est long, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire. Petit spoiler alerte pour ma famille, parce que je sais que vous écoutez mes podcasts, et d'ailleurs, merci pour votre soutien depuis des années. Ce qui va être dit dans ce podcast, je pense que vous n'allez pas découvrir grand-chose parce que vous me connaissez. Par contre, je sais aussi qu'il y a certains passages qui vont peut-être être activants pour vous, parce que je sais ce qu'on a vécu ensemble. Je sais aussi ce par quoi on est passé. Et donc voilà, c'est des choses que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode. Donc si l'épisode vient t'activer d'une manière ou d'une autre, si tu ressens que voilà, il y a une tension intérieure, il y a un petit nœud dans l'estomac, il y a quelque chose dans le corps qui n'est pas ok, autorise-toi à mettre l'épisode en pause et à revenir à toi, à tes sensations corporelles, à prendre un instant pour toi avant de continuer. Ça, c'est hyper important. Allez, on va pas attendre plus longtemps, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc mon enfance, elle a été marquée principalement par l'anxiété. Pas une anxiété criante, pas une anxiété non plus très visible, mais plutôt une anxiété sourde, permanente, qui s'est installée comme un fond sonore. J'ai grandi dans une famille où j'ai manqué de rien, ou du moins rien de visible. J'avais un toit, j'avais de l'amour, j'avais de quoi à manger, j'avais des jouets. Il y avait aussi beaucoup de rire dans le foyer. Mais en même temps, il y avait quelque chose de plus silencieux et de beaucoup plus diffus. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte du foyer dans lequel j'ai évolué. Donc j'ai toujours été entourée de mes deux parents. J'étais fille unique pendant 6 ans avant d'avoir une sœur et un frère qui viennent me rejoindre et qui viennent rendre cette maison encore plus vivante. Et donc ma maman, elle a des problèmes de santé qui lui ont valu des hospitalisations, des périodes d'alitement aussi à la maison. Et même si je comprenais pas tout, parce qu'à l'époque ça a commencé, j'avais à peine 3 ans, donc voilà, même si je comprenais pas tout, je ressentais l'instabilité et l'inquiétude dans l'air. Donc ça a été quelque chose quand même de présent. Un environnement d'inquiétude, d'instabilité et aussi un rapport à la santé, on le reverra, qui n'a pas toujours été évident. Mon papa, lui, il n'a pas toujours été très présent. Il était surtout très présent à son travail. Il n'était pas souvent là à la maison physiquement. Et donc moi, j'ai appris très tôt à ne pas prendre beaucoup de place, à être sage, à être discrète et à être autonome. On reverra au fur et à mesure des épisodes que le système nerveux, il peut parfois se déréguler quand il vit des choses qui sont trop, mais aussi quand il manque de quelque chose.
Et donc là, mon enfance, ça a plutôt été sous cette forme-là. C'est-à-dire que j'ai manqué d'ancrage, j'ai manqué de présence, j'ai manqué de co-régulation. Et donc ça, pour le système nerveux, c'est hyper insécurisant. Donc petite, j'ai très vite compris que je pouvais pas toujours m'appuyer sur les adultes. Parce que voilà, ma maman était souvent alitée ou hospitalisée, mon papa travaillait beaucoup. Alors j'ai appris à faire les choses seule, à comprendre sans qu'on me dise, et à ressentir les choses avant même qu'elles soient exprimées. On pourrait dire aussi que j'ai été une enfant parentifiée, pas parce qu'on me demandait ouvertement, mais parce que les circonstances m'ont poussée justement à rapidement devenir autonome et à rapidement avoir cette posture d'enfant parentifié. Là encore, pas de culpabilité pour mes parents qui vont passer sur cet épisode. Je ne vous incrimine en rien dans ce que je dis, je relate juste les faits et ce qui a pu être vécu émotionnellement. Maintenant, je sais aussi que vous avez fait du mieux que vous pouvez et ça, c'est le plus important. C'est pas pour culpabiliser mes parents ou pour te culpabiliser toi si tu es parent, parce que je sais que chacun fait de son mieux. Je relate juste les faits de ce que j'ai pu vivre et ressentir et je commence à faire des liens avec des notions qu'on va aussi revoir au fur et à mesure des épisodes. Donc j'ai grandi avec ce mélange étrange de lucidité et de solitude. Une petite fille qui portait des responsabilités invisibles, qui n'avait pas le luxe de l'insouciance et qui se sentait pas du tout faite comme les autres. Je voyais bien aussi qu'à la maison c'était pas comme chez mes copines, que j'avais des parents différents de ce que mes copines pouvaient avoir et qu'il n'y avait pas cette légèreté parce qu'à la maison, moi on parlait beaucoup de douleurs, d'opérations, d'hospitalisation, de rendez-vous médicaux. Donc ça voilà, c'était déjà un climat différent de ce que mes copines pouvaient avoir. Comme je le disais plus haut, la santé, chez moi et chez nous, elle a toujours été teintée de douleur. Alors le corps, je l'ai d'abord associé à de la souffrance, à des soins médicaux et à de l'inquiétude. La relation au corps, ça n'a jamais été quelque chose de fluide ni de joyeux. En fait, j'ai toujours vu le corps comme quelque chose qu'on devait contrôler, surveiller et protéger à tout prix. Là, il y a déjà un terrain d'anxiété, de peur ou d'appréhension vis-à-vis du corps qui s'est installé. Et je crois que c'est en partie pour ça que j'ai développé cette obsession de la bonne santé. Parce que dans mon monde intérieur, être en bonne santé, c'était avoir une forme de sécurité que j'avais pas connue quand j'étais enfant. L'anxiété, elle s'est vraiment installée doucement. C'était comme un système d'alarme intérieure qui se déclenchait pour tout et pour rien. J'avais ce besoin de vérifier 10 fois que la porte d'entrée était bien fermée. J'avais besoin de me laver les mains dès que je touchais quelque chose. J'avais besoin aussi d'anticiper l'avenir et j'avais cette mauvaise manie de toujours penser au pire. Je me posais 1000 questions, j'étais en incapacité totale de faire des choses parce que j'étais toujours dans cette peur de faire le mauvais choix. Donc faire des choses, prendre des décisions, c'était potentiellement aller toucher du doigt le mauvais choix. Donc je préférais rien faire. Par contre, j'ai très rapidement eu cette capacité à lire dans les silences et dans les regards, dans tous ces espaces qui étaient vides, qui étaient lourds de sens, et qui pouvaient aussi être très anxiogènes pour moi. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me suis jamais sentie assez, j'avais toujours peur du regard des autres, et surtout j'avais une peur viscérale, celle d'être rejetée. Alors naturellement, j'ai commencé à rendre service, à pas faire de vagues, à dire oui à tout, à répondre présente. C'était ma manière à moi de m'assurer d'être aimée. Donc ça, on le verra aussi, les parts de soi qui rentrent en jeu justement pour protéger. Et donc là, typiquement, moi j'avais besoin d'être entre guillemets la petite fille parfaite, même si j'estime pas avoir été une petite fille parfaite, mais en tout cas, j'avais besoin d'être lisse, de ne pas faire de vagues, et surtout j'avais besoin de répondre présente et de dire oui à tout, pour m'assurer que on m'aimerait assez et qu'à aucun moment de ma vie, je toucherais justement ce rejet. Alors qu'est-ce que je ressentais à cette époque-là dans mon corps ? Il y avait une tension constante, comme si je pouvais jamais vraiment me détendre. Il y avait un battement de cœur qui était très rapide, souvent sans raison apparente. Il y avait aussi une forme d'hypervigilance, toujours en alerte, comme si quelque chose pouvait mal tourner, donc j'avais ce besoin de rester sur le qui-vive au cas où il se passait quelque chose de mal ou de grave. Il y avait beaucoup de pensées obsessionnelles qui tournaient en boucle, beaucoup de et si, de peur de mal faire, de doutes incessants. Il y avait aussi une difficulté à respirer profondément, comme si l'air ne passait pas jusqu'au fond de mes poumons. À cette époque-là, d'ailleurs, maman m'avait fait consulter le médecin, qui, je me rappelle encore, m'avait dit « votre fille, elle sait juste pas respirer, en fait. » Et c'est vrai, à l'époque, je savais pas respirer. Mais ce qu'on m'a pas expliqué, c'est que pourquoi j'arrivais pas à respirer, c'est parce que mon système nerveux et mon terrain émotionnel n'étaient pas propices à une respiration consciente et de pleine présence. Il y avait aussi une forte pression dans la poitrine et parfois aussi une boule dans la gorge et un rapport très cérébral à la vie. J'avais besoin de tout analyser, de tout contrôler, de tout prévoir.
Je préférais aussi suivre les conversations des grands plutôt que d'aller jouer avec les enfants. Donc très rapidement, en fait, je me suis toujours rapprochée des adultes. C'est ce qui fait aussi encore aujourd'hui que voilà, j'ai ce besoin d'être avec des personnes plus âgées. Et ça se retrouve aussi dans ma posture professionnelle, parce que bien souvent les gens me disent mais pour quelqu'un qui a votre âge, vous ne les faites pas du tout et vous avez une forme de maturité. Mais cette maturité, je la tiens aussi à cette époque-là, en fait, de mon enfance, où j'avais besoin de tout comprendre et d'être en présence de personnes plus grandes qui avaient peut-être aussi des réponses à mes questions. Autre chose aussi, c'est que j'ai jamais su jouer. C'était, et c'est encore parfois une perte de temps pour moi. Jouer, j'ai toujours vu ça comme une perte de temps, un truc qui sert à rien. Donc aujourd'hui, j'essaye de travailler là-dessus, et on reverra aussi dans les prochains épisodes qu'est-ce que ça veut dire une personne qui n'arrive pas à jouer, parce que ça veut dire beaucoup de choses d'un point de vue du système nerveux. Mais en tout cas, à cette époque-là, le jeu, c'était pas accessible pour moi. Encore aujourd'hui, j'avoue que je dois dealer avec des parts de moi pour accéder à cet amusement à travers le jeu. Et puis le gros point important aussi de cette période-là, c'est que j'avais un grand besoin de contrôle pour me sentir en sécurité. Donc me sentir en sécurité dans mon corps, dans ma nourriture, dans mes relations, dans mes journées. C'était silencieux, mais alors par contre, c'était profondément usant. Ce vécu-là que je viens de raconter, lui, il peut être lu à travers la lentille du système nerveux. Donc je fais une petite aparté, on va ouvrir des guillemets pour parler un petit peu et décrypter ce que je viens de vous dire jusqu'ici d'un point de vue des connaissances du système nerveux. L'hypervigilance que je décris, c'est typique d'un système nerveux qui est en alerte constante, qui n'a pas eu assez d'expérience de co-régulation pour apprendre à se détendre. On reviendra sur le terme de co-régulation dans le prochain épisode. La parentification, elle est souvent aussi vécue comme une charge trop lourde pour un système qui est immature. Pourquoi immature ? Parce que le système nerveux, il arrive à sa maturité totale à l'âge de 25 ans. Et donc ça, quand on vit des choses comme la parentification qui est trop lourde pour un système immature, ça crée ensuite des stratégies de contrôle ou des stratégies de dissociation. Pareil, je rentre pas trop dans les détails sur ces deux termes-là parce qu'ils seront revus dans les prochains épisodes. Mais voilà, déjà on pose un petit peu le décor. Et puis la quête de santé absolue, de maîtrise corporelle, ça peut être aussi une tentative de régulation, une manière de trouver un sentiment de contrôle là où il y avait trop d'imprévisibilité. Notamment sur des hospitalisations plutôt longues pour ma maman ou des séjours à l'hôpital et puis en fait elle partait, elle marchait, elle revenait, elle n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Alors quand on est adulte, on comprend que voilà, c'est le post-opératoire, qu'il va falloir du temps pour que la mobilité revienne totalement, qu'il va falloir du temps de régénération, de cicatrisation. Mais quand on est un enfant de 3 ans et qu'on voit ça, on se dit mince, il y a un truc qui m'a échappé, elle est partie à marcher, elle revenait, elle marche pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Hyper insécurisant pour un enfant. Et je suis pas sûre, ou en tout cas je m'en rappelle pas, je suis pas sûre qu'à l'époque mes parents m'ont vraiment expliqué tout ça. Parce que aussi ce qu'on fait quand on est parent, alors je dis j'ai pas d'enfants, mais de ce que je peux voir aussi à travers les personnes qui m'entourent qui ont des enfants et à travers aussi toutes les lectures que je peux avoir sur le système nerveux et la santé émotionnelle, c'est qu'on a tendance pour préserver un enfant à pas lui dire ce qui se passe. Alors maintenant ça change parce que on a accès à des thérapies complémentaires qui nous invitent justement à poser des mots sur des faits, mais à mon époque c'était pas très répandu je pense de dire aux enfants ce qui se passait. On avait l'impression que l'enfant il comprenait pas en fait. Donc on lui dit pas, c'était une manière de le protéger. Sauf que l'incertitude, l'inquiétude et les questionnements sans réponse sont tout aussi insécurisants que le fait de dire ce qui se passe. Donc ça voilà, petite note aussi pour les parents qui m'écoutent. On va continuer donc la suite de mon histoire et donc on va revenir à l'année de mes 13 ans qui a marqué un tournant, un basculement assez brutal dans ma vie. Parce que cette année-là, mon oncle a décidé de mettre fin à ses jours. Il faut savoir qu'on est une famille hyper soudée, hyper proche. On part en vacances aussi en famille avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Donc toutes ces figures d'attachement autour de moi, elles sont importantes. Et mon oncle, il avait aussi une part importante dans ma vie. À ce moment-là, j'étais à la maison quand le téléphone a sonné. Ma maman, elle était hospitalisée. Ça faisait un moment qu'elle était hospitalisée et elle était hospitalisée pour plusieurs semaines. Là encore pour les problèmes de santé que j'ai évoqués juste avant. Et donc ce jour-là, quand le téléphone a sonné, j'étais présente au moment de l'annonce.
quand les mots sont tombés, ils ont été lourds. Et là encore, je réinsiste sur le fait que j'étais seule avec mon papa, mon frère et ma sœur. Donc là encore, je me suis retrouvée dans une situation à 13 ans, à devoir encaisser un drame familial sans avoir ma maman à la maison, ce qui était quand même déjà compliqué et douloureux pour moi. Mais en plus avec un papa qui devait continuer à aller travailler, parce qu'il est agriculteur, donc il faut bien nourrir les animaux tous les jours et faire le travail. Et puis mon frère et ma sœur qui sont beaucoup plus jeunes et qui étaient insouciants à cette époque-là en fait. Ce jour-là, il y a eu ce devoir de continuer à avancer dans un quotidien qui était devenu totalement flou. Parce qu'il y a eu cette annonce-là le matin, il fallait aller prévenir ma maman. Moi je suis pas allée à l'école parce que j'étais en état de choc. Mon frère et ma sœur, eux, sont allés à l'école. Donc mon papa est allé prévenir ma maman, je me suis retrouvée toute seule chez mes grands-parents. Donc voilà, là encore, une forme d'instabilité émotionnelle, et je ne reproche rien, là encore, sur des moments et des expériences traumatiques comme ça. On fait du mieux qu'on peut, on est dans l'urgence. Parfois, on fait les choses même sans réfléchir, de manière très instinctive. Mais ce suicide, ça a été une vraie tragédie. Une tragédie pour notre famille et une blessure vive. Bon, me revoilà, vous n'avez pas l'image, heureusement, parce que du coup, il y a eu un petit temps de pause entre le début de l'enregistrement et maintenant, parce que forcément, de parler de tout ça, ça réactive aussi des émotions. Et donc je disais, voilà, ça a été une blessure vive, ça a été vraiment une onde de choc qu'on a tous traversée. Et en fait, on l'a traversée tous ensemble. Et donc en parallèle de cette tragédie, ça a été une épreuve qui a profondément soudé notre famille comme jamais. On s'est rassemblés en fait autour de l'essentiel et on a fait bloc. On a fait bloc face à ce flot d'émotions qui arrivait. Mais à l'intérieur, j'ai continué forcément à porter ce poids sans vraiment savoir comment le déposer, à être encore dans une situation pas toujours confortable, d'être encore une enfant, mais d'être confrontée à des difficultés et à des événements de la vie d'adulte. Et ce qu'on vit dans ces moments-là, c'est le choc, c'est la sidération, c'est le vide, c'est la solitude. C'est toutes ces expériences traumatiques pour un système nerveux qui est encore beaucoup trop immature. Alors la stratégie que lui, il trouve à ce moment-là, c'est de se figer, de se déconnecter et de s'accrocher à ce qu'il peut. Il faut vraiment le voir comme ça, dans ces moments-là où le système nerveux sent que là, il est face à un événement traumatique et qu'il peut perdre pied, il met en place des mécanismes de survie. Et donc, moi, il y a un mécanisme fort de survie qui s'est mis en place parce que c'est cette même année que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie mentale. Avec du recul, je comprends aujourd'hui que mon corps, il a cherché des moyens pour survivre à ce trouble émotionnel. Parce que l'anorexie, c'est pas une recherche d'esthétique, loin de là. Parce qu'en plus, quand je revois les photos, je suis pas du tout jolie à regarder. On pourrait dire que j'étais un sac d'os à une époque. Mais vraiment, l'anorexie, c'est une tentative de contrôle, un cri silencieux et une manière, en fait, pour mon système nerveux, d'abord de s'accrocher à quelque chose sans se laisser déborder, en fait. Donc, anorexie mentale vers l'âge de 13-14 ans, une anorexie qui s'est installée doucement, silencieusement, jusqu'à devenir bien enracinée avant même qu'on en prenne la mesure. Elle est venue comme une sorte de réponse inconsciente à ce vide émotionnel et à ce besoin de contrôle. Donc là, merci à mon corps et merci à mon système nerveux d'avoir eu cette réponse de survie. Parce qu'est-ce que j'aurais réussi à traverser cette épreuve-là avec un système nerveux immature, sans avoir de réaction de survie? Je ne sais pas. Donc à cette époque-là, j'ai perdu 17 kilos en l'espace de quelques mois, mais tout était sous contrôle. Et surtout l'alimentation, la balance, le corps et les pensées. J'étais rentrée dans une spirale infernale, celle de toujours vouloir plus. C'est-à-dire que plus je perdais du poids, mieux j'étais, et donc plus je voulais encore en perdre. Mais ça, à un moment donné, ça devient dangereux. Il y avait certes l'anorexie, mais en toile de fond, il y avait quand même l'anxiété, que j'avais déjà été enfant et qui n'a pas forcément été soutenue à ce moment-là. Cette anxiété-là, c'est elle qui est restée même quand l'anorexie s'est estompée. Donc ça, c'est important parce que pour la suite de l'histoire, de retenir que même quand l'anorexie s'est estompée, l'anxiété, elle était toujours là. C'est elle qui était là avant et qui a trouvé dans l'anorexie une tentative de régulation, de contrôle et de survie. L'anxiété a trouvé dans l'anorexie une tentative de régulation, de contrôle et de survie. Alors j'ai eu la chance, une fois que l'anorexie elle a été identifiée et diagnostiquée, d'être entourée par une équipe médicale incroyable, un pédiatre très attentif et expérimenté, il s'approchait d'ailleurs de la retraite,
un psychiatre très à l'écoute et d'une bienveillance exceptionnelle. Voilà, je pense encore beaucoup à lui parce que je lui dois beaucoup de mon parcours. Et j'ai été aussi suivie par divers psychologues. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que quand il y a de l'anorexie mentale, on ne s'occupe pas que du corps et des kilos à reprendre, il faut aussi s'occuper du mental et de ce qui se passe émotionnellement. Et j'ai eu aussi accès à quelque chose d'assez unique pour l'époque. C'était un groupe de thérapie à méditation corporelle. Alors là, c'était vraiment mon cocon. On se retrouvait à 5-6 personnes atteintes d'anorexie mentale ou de boulimie, donc des personnes qui sont touchées par des troubles de la conduite alimentaire. Et dans ces groupes-là, on était encadrés par des infirmières, par des psychomotes. Et là, le but, c'était pas de parler avec des mots, mais de parler avec le corps. Pendant 3 ans, on travaillait toutes les semaines avec le corps. L'idée, c'était de réapprendre à sentir, à habiter le corps, à poser ses limites et à reconstruire une image réaliste de soi-même, loin du miroir déformant de la maladie. Parce que dans la maladie, quand on passe devant le miroir, on a toujours l'impression d'être énorme. Et donc dans cette thérapie à méditation corporelle, on est vraiment revenu travailler ce corps qui avait tant porté. Et on est venu retravailler l'image qu'on avait de nous, la sécurité aussi au contact des autres, la capacité à poser ses limites et la capacité à de nouveau ressentir des choses dans le corps. Et cette thérapie à méditation corporelle, elle a marqué un tournant dans mon histoire. Elle a laissé une trace et un souvenir très précieux parce qu'aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette thérapie à méditation corporelle que j'accompagne mes consultants en accompagnement. Donc ce moment-là et cette parenthèse dans mon parcours de guérison a été vraiment très importante. Ce qu'on dit pas assez aussi avec ce genre d'épreuve qui impacte toute une famille, c'est que l'anorexie, c'est pas quelque chose qui se vit à vase clos. Parce qu'elle bouscule les repères, elle fait naître des peurs, des incompréhensions et parfois même des conflits au sein du foyer. En fait, c'est très paradoxal parce que la personne malade se retrouve souvent très seule, dans une grande honte, mais en même temps, les gens qui l'entourent, ils comprennent pas pourquoi elle fait ça, pourquoi elle se fait autant de mal. On a aussi souvent la facilité de dire que c'est un caprice. Alors non, ce n'est pas un caprice. Là encore, je le redis, c'est un mécanisme de survie. Et bien souvent, les proches, ils veulent aider, mais ils savent pas trop comment aider. Parfois même, ils peuvent être un petit peu maladroits dans leurs paroles ou dans leurs faits et gestes parce que ils pensent pouvoir aider. Et en réalité, ça nous met la tête un petit peu plus sous l'eau. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et dans ces moments-là, si toi, t'es confronté à ce genre de situation, c'est important que la personne qui souffre, elle soit accompagnée. Parce qu'on peut pas aider nos proches. On peut les soutenir, mais on peut pas les aider à guérir. Et si tu es toi accompagnant ou accompagnante de cette personne, je t'invite aussi à te faire suivre, c'est important parce que c'est lourd aussi pour les personnes qui entourent et qu'ils ont aussi besoin d'avoir un espace pour se déposer et peut-être aussi avoir des clés pour réagir ou se positionner face à la personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire ou de toute autre maladie. Et donc ça, ça crée vraiment un terrain de communication qui n'est pas du tout fertile et qui peut créer aussi des petits fragments traumatiques chez chacun. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et puis forcément, il y a la peur. Peur que l'anorexie, elle emporte la vie. Parce que oui, c'est environ 10% des patients qui souffrent d'anorexie qui en décèdent. Donc forcément, à ce moment-là, mes proches, ils ont eu peur. Ils ont eu peur que ça aille trop loin. Donc il y a aussi toutes ces émotions qui tournent autour. L'incompréhension, la colère, la frustration, la peur. Et en fait, il faut que tout le monde cohabite avec ses émotions. Autant vous dire qu'il y a certains jours, c'était du cocktail explosif. Et puis un jour, ça c'était quand j'avais 18-19 ans, on m'a dit que j'étais guérie, parce que mon poids était redevenu stable, parce que je n'étais plus en danger vital, parce que mon système cardiovasculaire pouvait de nouveau fonctionner normalement, parce que mon poids avait atteint un niveau essentiel pour la bonne physiologie de mon corps. À l'intérieur, par contre, c'était loin d'être terminé. Mentalement, émotionnellement, j'étais encore en pleine bataille. Il y avait toujours cette peur, cette obsession, cette fatigue constante de devoir gérer mon monde intérieur qui était beaucoup trop intense et beaucoup trop bruyant. Et surtout, là encore, il y avait cette anxiété de fond, cette tension invisible et permanente qui me quittait pas vraiment. Et ce jour-là, j'ai compris aussi une chose essentielle, c'est que le regard médical s'arrête parfois à des choses qui se voient. Mais ce qui fait le plus de mal, ce qui a vraiment besoin d'être soigné, c'est souvent quelque chose qui est silencieux, souterrain et caché dans les replis de l'âme. On s'est occupé de l'anorexie très bien, c'était la partie visible de l'iceberg. Parce qu'effectivement, quand on perd 17 kilos, qu'on perd ses cheveux, qu'on n'a plus ses règles,
qu'on est blanc comme un cachet d'aspirine, qu'on a un rythme cardiaque qui est complètement ralenti, qu'on a froid tout le temps, oui, forcément c'est visible. Et même des gens qui vous croisent dans la rue, ils savent que vous êtes malade. Mais par contre, ce qu'on n'a jamais vraiment pris en compte, c'était cette anxiété en fait, qui était la partie cachée de l'iceberg. Donc moi j'avais encore tout ce chemin à faire pour me retrouver vraiment, pour me sentir en paix, pour me sentir libre, pleinement libre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois sortie de l'anorexie, je me sentais encore à côté de mes pompes. Il n'y avait plus de danger vital, ça c'est sûr, les médecins l'avaient bien acté, mais il n'y avait pas non plus de vraie joie. Ma joie de vivre, elle était effacée. J'arrivais pas à être vraiment heureuse, j'étais souvent dans une forme de tristesse sourde, une déprime aussi latente, et ça je le dis et j'ai pas peur de le dire parce que je me suis fait peur. Il y a eu des moments où j'ai eu peur même d'être dépressive, surtout que voilà, durant l'anorexie on m'a aussi accompagnée à coups d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères, donc à un moment donné on se dit que j'ai vraiment un problème dans ma tête, je suis folle. Et donc il y avait cette déprime latente, même une fois que j'avais retrouvé du poids. Et c'est important parce qu'on va faire des liens avec cette déprime latente juste après. Et en fait, il y avait toujours des choses dans ma tête, un brouhaha permanent. Et ça, c'est hyper fatigant. Mon quotidien, c'était une traversée de pensées anxieuses permanentes, des schémas d'hypercontrôle, de perfectionnisme, d'anticipation constante. J'avais du mal à vivre la vie du bon côté. J'avais du mal à me sentir libre, à me sentir spontanée et connectée à la vie. J'étais encore en mode survie, mais ça se voyait plus vraiment, parce que c'était très intérieur. Vu que j'avais repris du poids, que j'avais de nouveau des formes, que j'étais plus blanche, que mes cheveux avaient repoussé, forcément, aux yeux du monde, ça allait mieux. Mais par contre, intérieurement, il y avait encore plein de choses qui se passaient. Là aussi, je réouvre une parenthèse parce que ça me semble important. On va essayer d'aller comprendre l'anorexie mentale à travers le prisme du système nerveux et du système nerveux notamment autonome. L'anorexie mentale, elle peut être vue comme une tentative de régulation d'un système nerveux qui est profondément en détresse. Ça s'explique. À cette époque-là, quand j'ai déclenché l'anorexie mentale, il y avait déjà des années d'anxiété et il y a eu ce choc traumatique du décès de mon oncle. Donc là, profonde détresse pour le système nerveux. D'un point de vue neurobiologique, on observe plusieurs éléments clés. Le premier que je vais citer, c'est l'hyperactivation du système nerveux sympathique, qui est le système de fuite, de lutte ou de combat. Pareil, je rentre pas hyper spécifiquement dans ces notions-là parce que je vais les réexpliquer dans l'épisode 3 et 4 du podcast, si je dis pas de bêtises, qui sortiront au cours de l'été 2025, parce qu'à l'heure où je vous enregistre, on est au mois de juin 2025. Donc, hyperactivation du système nerveux sympathique. Là, c'est signe que la personne, elle est en état d'hypercontrôle et de vigilance extrême. Il y a une peur du chaos, de l'envahissement émotionnel ou relationnel. Et l'unique manière d'échapper à cette peur-là, c'est de tout contrôler. Et surtout de contrôler le corps. Parce que dans le corps, on vit plein de sensations, on vit plein d'émotions. Le contrôle alimentaire, lui, devient une stratégie inconsciente pour éviter de ressentir ou pour retrouver une forme de pouvoir. Là, pareil, si on fait le parallèle avec mon histoire, et notamment le décès de mon oncle qui est arrivé de manière très brutale, on peut comprendre que c'est un peu comme si j'avais perdu pied et comme si j'avais perdu le contrôle. Et que je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas contrôler la vie. Et donc, une manière pour moi de contrôler et de reprendre le pouvoir, c'était de contrôler mon alimentation. Là encore, quelle merveilleuse stratégie de survie en fait. Quand on comprend tout ça, on a une compassion énorme pour tout ce qu'on a traversé et pour le chemin qui a été parcouru. Le deuxième élément clé d'un point de vue neurobiologique, c'est l'activation du nerf vague dorsal, notamment en lien avec le figement. Dans les formes les plus sévères, on voit une dissociation, un ralentissement profond du métabolisme et un effondrement énergétique et émotionnel. Le corps, il se met en mode survie extrême. Température basse, fatigue intense, perte de libido, perte de cheveux, absence de règles, retrait social, etc., etc. Et le figement, c'est vraiment une réponse de dernier recours face à une perception de danger constant. Parce que là encore, mon système nerveux, il avait compris à ce moment-là que la vie était dangereuse, que la vie était imprévisible. Donc, se figer, c'était une manière de limiter la perception du danger. Le troisième élément clé, c'est la déconnexion sensorielle et émotionnelle. L'accès au plaisir, à la faim, au confort, ça c'est complètement altéré. Le système nerveux, il coupe certains signaux pour éviter la surcharge. La personne, elle ressent plus rien, ni la faim, ni la douleur, ni le plaisir, parce que là, son système, il peut plus gérer l'intensité. Et ressentir, c'est aller toucher de nouveau l'intensité.
Et ça, c'est pas ok. Et puis le quatrième élément clé sur lequel je vais revenir, c'est l'isolement relationnel et la rupture du lien sécure. Parce que souvent, quand l'attachement il a été insécurisant et que le lien à l'autre il est perçu comme menaçant, il y a un besoin de s'isoler. Et donc l'anorexie, ça peut être alors une façon de recréer une forme de lien avec soi et avec un parent interne, une part de soi. On y reviendra aussi sur les parts de nous qui nous habitent. Mais ce lien, il est recréé de manière rigide, fermée et très solitaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'isolement chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'anorexie mentale, c'est pas un caprice ni une simple peur de grossir, c'est un langage du corps, une tentative de protection. Et accompagner ce trouble, ça demande d'abord de comprendre le fonctionnement du système nerveux, d'apporter de la corégulation, de la sécurité relationnelle et de restaurer progressivement le lien au corps sans violence, sans intrusion. Je ferme la parenthèse sur l'anorexie mentale vue du système nerveux. Maintenant, quels ont été mes premiers pas vers la guérison ? Parce que j'ai beaucoup cherché. J'ai jamais attendu que ça vienne de l'extérieur. J'ai lu, j'ai regardé des documentaires, je suis allée voir des thérapeutes complémentaires, sophro, hypnose, acupuncture, etc. Je voulais comprendre ce qui jouait à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes émotions. Ça, c'est une démarche. Et c'est dans cette démarche et dans cette quête de guérison que j'ai ouvert la porte d'un monde. Un monde qui, quelques années plus tard, allait devenir ma vocation. Parce que ce chemin, je ne l'ai pas seulement vécu. Je l'ai exploré comme un laboratoire vivant à grandeur nature. Un terrain d'expérimentation au cœur de mon corps, au cœur de mon cœur, au cœur de mes mémoires, de ma santé et de mes émotions. Et là, rapidement, j'ai fait un lien entre le corps, l'esprit, les émotions, le mental. J'ai lu, j'ai exploré, je me suis formée. Et certaines choses ont commencé à prendre sens quand je me suis formée à la naturopathie, quand j'ai découvert le fonctionnement du système nerveux, de la psychosomatique et le lien profond entre le corps et les émotions, et entre le corps, les émotions et l'inconscient. Et c'est là que j'ai compris que ce que je vivais, c'était pas un défaut de caractère ni une faiblesse, c'était le signe d'un système nerveux qui était resté figé dans une forme d'alerte chronique. Un corps qui avait jamais vraiment retrouvé du vrai sentiment de sécurité. Et ça a tout changé de comprendre ça. De comprendre que j'étais pas folle, que c'était pas dans ma tête, mais qu'il y avait biologiquement, physiologiquement et scientifiquement quelque chose qui s'expliquait. Là, vraiment, j'avais mis le doigt sur quelque chose qui allait révolutionner déjà mon bien-être intérieur et derrière ma vie professionnelle. Là encore, je fais une parenthèse parce que du coup, on a parlé de système nerveux, on a parlé du fait que j'avais l'impression que c'était dans ma tête. Je pense que c'est important de comprendre la santé mentale à travers une lecture hormonale. Parce que qui dit anxiété dit trouble de la santé mentale. Et ce que j'ai découvert et qui a tout changé pour moi, c'est que notre équilibre mental, il est profondément lié à notre équilibre et à notre équilibre hormonal. Là, il ne s'agit pas seulement d'un état d'âme ou d'un manque de volonté, il s'agit aussi de biochimie, de terrain et de ce qui se passe dans notre corps en profondeur. Parce que quand les hormones elles sont déséquilibrées, c'est tout le système qui peut vaciller. Fatigue, anxiété, instabilité émotionnelle, troubles du sommeil, perte de motivation, hypersensibilité, etc. Et ça, je vais y dédier un épisode entier sur mon podcast du lien entre la santé mentale et la santé hormonale, parce que les deux sont indissociables, vraiment. Et alors quand on reprend la période que j'ai vécue, donc la période d'anorexie mentale, c'est tout l'équilibre hormonal qui est mis à mal. Parce que le corps, il se met en mode survie. Il coupe clairement tout ce qui n'est plus vital. Le cycle menstruel, il s'interrompt. La production de certaines hormones chute. Le cerveau se retrouve en carence de sérotonine, de graisse, de nutriments essentiels. Alors sur le papier, on pourrait croire que ça ne concerne que le corps, mais c'est tout l'être qui est impacté. On perd aussi la joie, la clarté, l'élan. On devient vraiment une version éteinte de soi-même. Et quand je revois des photos de cette période-là, vraiment, j'avais le visage éteint. Alors aujourd'hui, je vois à quel point c'est important de réconcilier la santé mentale et la santé hormonale. Et c'est comprendre qu'un mental en paix, ça commence par des assiettes équilibrées, par du repos, par des protéines, par du magnésium, par une meilleure compréhension de son cycle menstruel, quand on est une femme bien sûr. Et que l'accompagnement du mental passe aussi par le corps, par une écoute somatique, par un cadre de sécurité, pour que les hormones puissent elles aussi faire leur travail correctement. Et donc qu'elles puissent soutenir notre système nerveux et notre santé mentale.
Je referme la parenthèse des hormones en lien avec la santé mentale. On réapprofondira tout ça, promis, dans un prochain épisode. En parallèle de toute cette histoire personnelle que j'ai vécue, je me suis formée à l'esthétique. J'aimais prendre soin des autres, j'aimais les apaiser, les voir repartir un peu plus légers, mais très vite j'ai compris que je voulais aller plus loin. Parce qu'un soin visage c'est doux, mais ça soigne pas une douleur invisible. Parce qu'un massage relaxant ça suffit pas quand le corps il est en tension constante depuis des années. J'ai compris que peu importe le nombre de soins qu'on pouvait offrir à une personne, si à l'intérieur d'elle ça hurlait encore, elle n'irait pas vraiment mieux. Alors j'ai continué d'explorer, je me suis formée au développement personnel, je me suis formée à l'approche émotionnelle, à la psychosomatique, à la numérologie. En fait, à cette époque-là, j'avais soif de comprendre ce qui lie le corps, le cœur et l'esprit. La naturopathie, quand je me suis formée, ça a été une révélation parce qu'elle m'a permis de voir le corps différemment, comme un allié vivant, un messager, et non plus comme un ennemi à contrôler. Et quand on connaît mon histoire personnelle, on peut s'imaginer que tout ce qui tourne autour de l'alimentation et du corps, c'était pas évident d'aller le retravailler d'un point de vue professionnel. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient mes hormones, mon système digestif, mon système nerveux, et à travers ça, j'ai pu poser un autre regard sur mon rapport à l'alimentation. Et ça, c'est précieux. Parce que pendant longtemps, manger, c'était un sujet de tension, de contrôle et de peur. C'était mentalisé, c'était rigide et parfois même punitif. Parce que si j'avais mangé une crêpe à 4 heures, je mangeais pas le soir. Je sautais des repas. Sauf que plus j'ai appris à écouter les messages de mon corps, à honorer ses besoins et à apaiser mon système nerveux, plus j'ai réussi à me réconcilier avec la nourriture. Et ça, c'est important dans le parcours de guérison, de travailler la réconciliation avec la nourriture. Aujourd'hui, il n'y a plus de calcul de calories, il n'y a plus de balance et il n'y a plus de tension autour de l'assiette. Je ne pèse plus, je ressens. Je ressens et je mets du sens sur ce que j'ai dans mon assiette. Je compose mes repas avec intelligence et bienveillance pour soutenir mes hormones, mon système nerveux et ma vitalité. Et j'ai compris à quel point les protéines, elles étaient essentielles pour moi. Pour ma santé hormonale, notamment pour mes cycles, pour ma santé mentale et pour me sentir ancrée dans mon corps. L'alimentation, c'est devenu un geste de soutien. C'est plus un combat, c'est vraiment un acte d'amour envers moi-même. Parce qu'aujourd'hui, je mange pour me nourrir et pas pour me punir. Et c'est cette paix-là que j'ai envie de te transmettre aussi à travers le podcast et que je transmets à travers mes accompagnements. Et puis à la fin de cette formation, j'ai ressenti un appel encore plus fort. J'avais besoin de rassembler tout ce que j'avais appris pour proposer un accompagnement vraiment complet. Parce que j'ai compris que accompagner un être humain dans la transformation, c'est pas suffisant si on parle que de digestion et d'hormones. Il faut aussi parler de ce que la personne vit intérieurement, de ce qui se joue chez elle au niveau mental, au niveau de ses émotions, au niveau de son système nerveux. Mon approche aujourd'hui, elle est holistique. On vient soutenir le plan physique, le plan mental et le plan nerveux pour qu'ils puissent ensemble avancer dans le même sens. On vient lever les blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients, pour libérer de l'espace et pour laisser de la place à l'épanouissement, à la joie et à l'élan de vie. Alors c'est quoi ma mission? C'est quoi mon approche? Aujourd'hui encore, chaque accompagnement que je propose, c'est une continuité de ce chemin. Je continue à explorer, à ajuster, à ressentir. Et tout ce que je te transmets ici, dans ce podcast, dans mes séances et dans mes accompagnements, je l'ai d'abord vécu dans mon propre corps. Je l'ai ressenti, je l'ai pleuré, mais surtout je l'ai apprivoisé. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une compréhension fine et incarnée de ce que vivent les personnes que j'accompagne. Je vois dans les silences et je ressens dans le corps ce qui n'est pas toujours dit. Et là, je peux faire des liens entre le vécu, les histoires, les symptômes, les émotions, parce que moi aussi, je suis passée par là. C'est aussi ce qui m'a amenée à me spécialiser dans l'anxiété et dans toutes ses facettes. Les troubles du comportement alimentaire en font partie, l'hypersensibilité aussi, l'hypervigilance, la surcharge mentale, les burn-out, les douleurs chroniques, la difficulté à lâcher prise, etc., etc. L'anxiété, elle prend 1000 visages et dans ce podcast, tu découvriras comment elle se glisse partout. Dans la santé, dans les relations, dans l'alimentation, dans le sommeil, dans ton corps. J'ai appris aussi avec le temps à adopter un mode de vie système nerveux friendly, comme j'aime bien l'appeler, pour me soutenir en tant que femme, en tant que thérapeute, en tant que sœur, en tant qu'amie, en tant que compagne, parce que je pense que c'est important que je me soutienne dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre ici, à travers ce podcast, et c'est ce que je transmets aussi à travers mes accompagnements. C'est ce nouveau mode de vie qui permet de vivre une vie plus épanouie, plus heureuse, plus joyeuse. Parce que quand on va mal dans son travail,
Je suis pas sûre que le travail ce soit que la source du problème. Il y a plein de choses autour. Quand on va mal dans son couple, je suis pas sûre réellement que ce soit le couple le problème. Parce qu'il y a plein de choses en dessous. Et donc c'est ça que j'ai aussi envie de mettre en lumière. C'est que prendre soin de soi, changer son mode de vie, c'est aussi se permettre d'être épanoui dans toutes les sphères de sa vie. Je crois aussi qu'on ne peut pas remettre son pouvoir dans les mains d'une autre personne. Que ce soit un médecin, un thérapeute, un coach ou un proche, on a le droit et même le devoir de reprendre les rênes de notre vie. De dire quand quelque chose ne va pas, de demander à comprendre, de devenir acteur ou actrice de sa santé, de son mieux-être et de son cheminement. Et ça veut pas dire être seul. Ça veut dire être accompagné avec justesse, avec douceur et en respect de son propre rythme. Et en parallèle, de nourrir sa propre compréhension et sa propre autonomie. C'est pourquoi dans mes accompagnements, je transmets toujours des clés, des savoirs, des outils concrets, pas pour que tu deviennes experte de tout, mais pour que tu ressentes à l'intérieur ce qui se passe et que tu saches comment t'ajuster chaque jour en fonction de ce que tu vis et de ce que tu ressens. Parce que le travail du système nerveux, c'est un travail au quotidien, un travail d'écoute, de régulation, de présence et de réajustement. Mon approche aujourd'hui, je la considère comme étant intégrative et profondément humaine parce que j'accompagne des femmes et des hommes qui, comme moi, ont tout essayé et qui savent qu'ils veulent aller mieux, mais qui ne savent pas par où commencer. Ou en tout cas qui ne savent plus parce qu'ils ont testé plein de choses. On travaille ensemble à réapprivoiser leur corps, à retrouver leur vitalité, à comprendre leur fonctionnement intérieur et à ramener de la sécurité là où tout a été chaos. Ma signature d'accompagnement, c'est une écoute sensible, des outils concrets, une démarche corps, esprit, espace nerveux et surtout un espace de temps qu'il faut pour se réparer. Parce que oui, la guérison, c'est pas un sprint. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance et surtout ça demande beaucoup de bienveillance et de courage envers soi-même. C'est un retour à soi, étape par étape. Et être soutenu dans ces étapes, ça me permet indispensable, notamment pour recréer un espace safe. Alors pourquoi je t'ai partagé tout ça ? Parce que ce parcours que je viens de te raconter, il est fait de couches, de morceaux de moi que j'ai dû recoller doucement, comme l'art japonais d'aller recoller les morceaux d'un vase qui est cassé. À travers l'esthétique d'abord, puis la naturopathie, la réflexo, la psychosomatique, l'approche du système nerveux, et encore aujourd'hui, je continue à me former. Je pense que je serai une éternelle étudiante toute ma vie parce que j'adore ça. Mais parce que je crois profondément que la souffrance, elle mérite d'être abordée avec tous les outils possibles et dans toutes les dimensions, physique, émotionnelle, mentale, nerveux. Et parce qu'accompagner l'anxiété, c'est pas juste gérer le stress, c'est écouter le corps qui crie. C'est retisser du lien entre le système nerveux, les émotions, l'alimentation, le passé, les croyances, etc. C'est redonner de la sécurité là où tout s'est effondré. Mais parfois ça s'est effondré il y a déjà des années. Donc il faut du temps pour reconstruire son monde intérieur. Voilà pour ce premier épisode qui, je l'avais prédit, allait être un petit peu plus long que prévu. Mais c'est un épisode vraiment où je me suis livrée à cœur ouvert. J'espère que mon histoire pourra peut-être te donner de l'espoir, pourra aussi peut-être t'inspirer ou simplement te rappeler que tu n'es pas seule dans ce que tu traverses. Et dans les prochains épisodes, on va plonger ensemble dans l'univers de l'anxiété, comment elle se manifeste, pourquoi elle s'installe et surtout comment on peut commencer à s'en libérer. En attendant, je t'invite à prendre soin de toi et rappelle-toi toujours que ton corps c'est ton allié et pas ton ennemi. À très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.